Bonsoir chers amis, bonjour, bon après-midi ou bonne soirée. Voilà, très heureuse de vous retrouver pour ma deuxième émission de 2015 et j'ai le plaisir de vous présenter, je crois, un très bel ouvrage ethnographique. Ce qui est un peu mon dada, puisque je vous ai dit que notre culture n'était pas assez ethnographique, qu'il fallait le faire absolument, puisque nous n'avons pas d'institut de recherche à proprement parler, eh bien ce sont des initiatives personnelles qui nous aident à nous découvrir nous-mêmes, et tant mieux s'il y a des gens qui s'attellent à cette tâche, parce qu'elle est dure et difficile, et elle est surtout de longue haleine, parce que le travail ethnographique est un travail minutieux, un travail qui demande beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, d'investissement, et qui n'est pas forcément récompensé, mais le plaisir qu'on a, c'est de découvrir qu'on peut aider tout un peuple à se connaître, à se mieux connaître, et voilà, tant mieux. Donc je vous présente aujourd'hui l'ouvrage de Monsieur Kionkion, André, que vous connaissez probablement parce qu'il est journaliste à la Martinique, et voilà, j'espère qu'il vous dévoilera voilà, tout le... En tout cas, j'ai prévu des questions pour vous aider à accéder à l'ouvrage de manière beaucoup plus, on va dire, plus ouverte, et puis vous pouvez y entrer par la partie qui vous plaît. Donc voilà, on vous en dira un petit peu plus. En attendant, j'ai un autre invité que je vous présenterai tout à l'heure. Pour le moment, on va se concentrer sur Monsieur Kionkion. Et si vous avez à faire des remarques ou à dire, à faire remonter vos impressions, vouloir contacter Monsieur Kionkion, etc., eh bien, vous écrivez à Rédaction Zouk TV. Je pense que l'adresse email va s'afficher. Et on leur téléphonait. Je crois qu'aujourd'hui, il y a assez d'émissions en live sur Zouk TV, et vous connaissez donc le téléphone, vous pouvez appeler. Voilà, vous voyez, l'email s'affiche, zouktv@gmail.com. Voilà. Alors, voilà, Monsieur Kionkion, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Et me fait un plaisir d'entrer dans votre ouvrage. Alors, bon, j'ai pas eu le temps de le scanner, mais je pense que vous l'avez vu. Il me semble que vous avez eu un article sur le France Antilles. Oui, puis France Antilles et les autres, oui. Et d'autres médias, voilà. Moi, je l'ai découvert très tardivement, mais voilà cet ouvrage que nous allons vous présenter aujourd'hui, et qui s'appelle donc Une autre histoire maritime à la Martinique, l'histoire croisée des Yoles. Oui? Oui, c'est le titre. C'est le titre. J'ai vu aussi à la page de garde le grand livre de l'histoire croisée des Yoles. Donc en fait, il y a une guerre des titres, il y a des sous-titres. Non, tout simplement, c'est le grand livre, c'est l'éditeur Orphy qui a voulu le mettre dans ce sillon-là, parce que pour lui, c'était un livre d'histoire, d'ethnologie, donc il a mis le grand livre. Mais le vrai titre de l'ouvrage, c'est Une autre histoire maritime à la Martinique, l'histoire croisée des Yoles. Une autre histoire maritime à la Martinique, l'histoire croisée des Yoles. D'accord. Alors, Monsieur Kionkion, on ne vous connaît pas, enfin moi personnellement, je ne vous connais pas beaucoup, mais je n'ai pas trouvé plus que ça d'informations sur vous. Si vous voulez bien nous dire un petit peu qui vous êtes. Alors, on n'a pas dans la vie privée des gens, non, vous savez. C'est sûr. Donc je suis grand reporter images à la Martinique Première depuis une trentaine d'années. Je suis amateur de sport, et puis j'aime beaucoup l'histoire. Donc je suis né à Redoute, voisin d'Aimé Césaire, voilà ce que je peux dire. Puis voilà, j'ai fait beaucoup de grands reportages à l'étranger, au Pakistan, en Afghanistan, en Irak, en Libye, voilà. Donc j'ai voyagé un peu. Et je me suis pris par cette passion à cause du travail, à cause du Tour de la Martinique de Yolande en 85. D'accord. Vous avez participé directement au Tour des Yoles. C'est-à-dire que j'étais à l'époque très jeune journaliste, et le Tour a commencé en 1985. Et ça m'avait vraiment intéressé, parce que moi je suis né à Redoute, je ne suis pas pêcheur. Vous êtes de l'intérieur? Je suis de l'intérieur. Bon, mon père est du sud, ma mère est aussi du sud, du côté atlantique. Et je me suis pris par ça, parce que tout simplement, j'ai voulu faire plusieurs reportages autour de la Yole.
Et j'ai été confondu au problème de la culture orale. Oui, alors d'accord, on va revenir. Ouais. Oui, nos traditions orales voilà. Qui véhiculent des pseudo-savoirs, puisque c'est ce que vous remettez en cause dans le texte, mais c'est un peu, c'est un peu, on va dire, le défaut des cultures orales, mais ça n'est pas en soi la culture orale qui est à mettre à l'index, c'est le fait que nous avons développé une culture orale sur beaucoup d'ignorance de nous-mêmes. C'est pour cela qu'on met tellement l'accent sur le fait qu'il faille ethnographier notre culture. C'est sûr. Maintenant, après, on peut véhiculer les choses sur la base de vrais savoirs qu'on n'a pas. Donc forcément, quand on n'a pas ces savoirs-là, on est dans des approximations et on tombe dans des, comme vous l'avez dénoncé à plusieurs reprises. Dans la guerre des clochers. Oui, et puis c'est des guerres de clochers, mais surtout des gens qui sont très très accrochés à ce qu'ils ont fini par constituer comme entre guillemets savoir, qui sont des pseudo-savoirs, mais auxquels ils croient dur comme fer, parce que il y a 2 ou 3 éléments qui servent de noyau central et qui leur permettent de dire c'est comme ça et pas autrement. Donc c'est intéressant, on va voir comment vous avez déconstruit donc toutes ces croyances-là, puisqu'en fait ce sont des croyances. Tant que le savoir n'est pas appuyé, n'est pas on va dire vraiment sédimenté dans une connaissance scientifique, eh bien ça reste des croyances. Et les croyances, on sait ce que c'est. Chacun, il va de sa petite expérience et puis nous la livre comme étant le savoir. C'est vrai parce que moi, au début, j'ai travaillé beaucoup sur l'enregistrement d'ITV de vieux patrons, de vieux charpentiers de marine, du Vauclin, du Marin, de Fort-de-France, de Trinité. Et j'ai compris tout de suite qu'il m'a mené en bateau. C'était le cas de le dire. Ouais. Bon, alors, nous, chers téléspectateurs, on ne veut pas vous mener en bateau, on veut justement que vous soyez bien installés. Alors si c'est une yole, au moins bien dans la yole, mais que vous sachiez de quoi elle est faite, d'où elle vient et pourquoi elle s'appelle aussi yole. Et puis éventuellement, on va titiller Monsieur Kion, savoir si il a bien cherché, parce qu'il a bien balisé son terrain. Et comme je suis chercheur, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir toutes les balises qu'il se mettait, parce que c'est comme ça qu'on construit le savoir, en étant d'abord très modeste et en y allant en procédant par petites hypothèses, et une fois qu'elles sont vérifiées, on peut aller d'autres hypothèses, etc. Donc j'ai vu dans cet ouvrage une bonne graine de chercheur, et j'étais très contente. Donc merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et puis voilà. Alors donc Monsieur Quenquin vous a dit qu'il est journaliste. Il a écrit cet ouvrage, j'espère que vous l'avez déjà, ne serait-ce que parce que nous sommes de grands passionnés de la course de yole. Et l'ouvrage est composé de 3 grandes parties. Ce ne sont pas des chapitres à proprement parler, mais à la page 13, par exemple, vous dites que vous avez donc 2 titres, et vous prenez le temps d'expliquer pourquoi vous l'avez appelé « L'histoire croisée des yoles ». À la page 13, donc je vois votre motivation. Vous dites, mon propos n'est pas de chercher ici des similitudes frappantes entre ces embarcations de même nom, mais c'est-à-dire qu'il y a plusieurs embarcations qui s'appellent yole, mais qui ne sont pas nécessairement de la même configuration que celle qu'on connaît, mais d'essayer de remonter vers des sources les plus authentiques afin de situer l'origine de la yole utilisée pour la pêche à la Martinique avant le XXe siècle. Donc, vous balisez l'histoire croisée des yoles. L'histoire croisée des yoles parce que la Martinique, pour moi, c'est un port. Dans un port, il y a tout type de bateaux, de toute civilisation. Et je vais commencer par une anecdote. Ça sera plus facile de comprendre. Au début, quand j'ai commencé, il faut dire que je suis africaniste. Moi, j'y croyais purement que c'était notre affaire, bagaille nous. Une origine africaine. Oui. Et j'avais déjà commencé les recherches en 89 avec des sons des anciens, tout ça. Et je suis parti avec Alain Ancelin, qui est anthropologue.
au Sénégal faire un documentaire sur la traite négrière. D'accord. La traite négrière. Et nous étions à l'université Cheikh Anta Diop, exactement à l'IFAN, à l'Institut fondamental. Oui. Oui. D'accord. Et pendant que lui, il discutait avec un chercheur sur la traite, j'ai dit, tiens, je vais profiter, pendant que je suis sur la côte ouest-africaine, puisque nous sommes des voisins, à cause de l'océan Atlantique, et que l'océan Atlantique a joué un rôle civilisateur, un peu, dans tout ça. Tiens, j'ai dit, j'ai été voir l'archiviste. J'ai dit, est-ce que vous avez des documents? J'ai des archives comme ça. Je vais lire par hasard des archives comme ça, des documents sur soit des aumôniers de navires négriers. Il me dit, tiens, oui, il y a un vieux là, voilà. Il me donne un document. Je feuille comme ça par hasard, puis je tombe sur une page 1705 d'un aumônier sur un bateau négrier qui allait à l'île de la Tortue, Cuba, 1705. Il écrit l'Aïol IOL a récupéré un négrillon et une aiguille tombée à l'eau, à 22 lieues de l'île de la Tortue. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Je dis, donc c'est pas nos affaires, ça. Je me suis dit, ça, il faut que j'aille, pas en Amérique latine, mais en Europe. Ne plus chercher chez les Africains, ne plus chercher la base chez les Amérindiens, mais en Europe. Pourquoi l'histoire croisée? Tout simplement parce que l'aïeul que nous avons ici, tout simplement, c'était un canot de service. Vous savez, sous les gros vaisseaux. De sauvetage aussi. Oui, de sauvetage, de service. Les petits canots qu'on a encore. Oui, on peut les youyous, qu'on peut appeler les youyous. L'histoire croisée, parce que l'aïeul appartient carrément un bassin, tout un bassin de civilisation. Tout un bassin de civilisation. Autour de l'Atlantique. Autour de l'Atlantique. D'accord. Alors, voilà. Monsieur Kyokian vient de vous expliquer pourquoi il a appelé son ouvrage Histoire croisée. Histoire croisée d'Aïol. C'est important qu'on comprenne aussi les titres. Les ouvrages ne s'appellent pas comme ils s'appellent n'importe comment. Donc voilà quelque chose de posé. Et puis dans la deuxième partie, vous l'avez appelé étude de la culture architecturale navale. Parce que pour vous, oui, c'est ça. Vous essayez de voir à la limite ce qu'il y a de martiniquais ou comment ce que nous pratiquons aujourd'hui a fini par devenir martiniquais. Mais bon, moi j'aurais à vous poser des questions un petit peu pour qu'on rebondisse parce que voilà, dans les sciences humaines, on a le phénomène de l'appropriation. Et une fois qu'un peuple s'est emparé d'un objet culturel, peu importe, il lui appartient. Et moi, j'aurais à vous demander, est-ce que les Européens n'ont pas emprunté l'Auriole? Et de qui ils l'auraient emprunté? Mais vous dites alors... Je vais répondre. Je peux tout à l'heure. Je peux répondre maintenant. Allez-y si vous voulez. Le mot yole et l'aïeul est d'origine scandinave. J'ai vu dans vos explications. Oui, c'est une embarcation qui était avant tout au début utilisée dès le 5e siècle sur les fleuves. C'est un navire qui était pointu à l'avant et pointu à l'arrière. Et d'ailleurs, dans un document que j'ai retrouvé à l'Institut du monde arabe à Paris, les arabo-musulmans, quand je dis arabo-musulmans, je dis que les peuples de la Méditerranée l'appelaient El Karakir. Pourquoi? Parce que c'est un bateau qui pouvait avancer en culant, en faisant marche arrière, en le sens inverse. Donc, cette embarcation est scandinave. Les Anglais l'ont adoptée. Et il faut savoir que toute la partie nord de la France, la Bretagne, Nantes, a été balisée et gérée un peu par les Celtes, par les Normands. Et cette culture est arrivée vers la France. Il y avait des connexions. Oui, il y avait des connexions avec les Bretons. Et les Vikings parcouraient les mers. Absolument. C'est ça. Et d'ailleurs, en Irlande, il y a 12 noms de yole. 12 noms de yole. Oui, j'ai vu. 12 noms de yole.
Donc, cette embarcation très originale, pointue à l'avant, pointue à l'arrière, était montée à Clain. Je vous explique. Parce que vous avez vu la toiture en tuile. Les bords sont montés une à l'autre de 1 cm, comme les ardoises, les toitures à l'ancienne. Ça, c'est typiquement nordiste. Nordiste. Donc, la France a adopté ça. Nous avons, je parle rapidement de nous, dans les années 50, 30, nous avons toujours des yolles montées à Clain, ce même système-là. Alors, j'entre dans... Mais le pointu a disparu. Le pointu a disparu. Pour une raison précise, probablement, et à un moment historique donné, probablement. Pas tellement, parce que le pointu a toujours existé sous les baleiniers. On l'appelait la yole baleinière, elle était pointue à l'avant, donc ça servait à harponner la baleine, et ça servait aussi de bouée pour empêcher aux cétacés de disparaître au fond de l'eau. D'accord ? Donc, cette embarcation a servi sous les navires transatlantiques, mais au tout début, chez les Anglais, à la Navy, cette embarcation était une embarcation spécifique à l'amiral du navire. C'était l'embarcation pour l'amiral. Les Français l'ont adopté aussi. Si vous voulez, tout à l'heure, il y a des images qui défilent là, mais elles passent un peu tôt. Je voulais bien qu'on s'arrête sur la méthode parce qu'elle est importante. Et ce que vous disiez pour écrire, donc toujours au niveau du titre, parce qu'il faut préciser que vous avez mis le temps de bien expliquer votre démarche. Et je trouve que c'est fondamental, puisque c'est un travail ethnographique et les gens qui ont tellement de convictions qui ne sont pas fondées sur une recherche scientifique auront du mal à se convaincre ou à se laisser convaincre si on explique, lorsqu'on n'explique pas sa démarche. Donc voilà, la démarche de M. Quinquin est expliquée et vous avez la possibilité donc d'aller pas à pas aussi d'entrer dans son ouvrage et d'essayer de vous représenter l'univers qu'il vous fait découvrir. C'est ça la démarche scientifique. Alors vous dites, faut-il préciser les grandes exigences du chercheur? On n'explique pas en principe un fait par ce qu'il a suivi, mais par ce qu'il a précédé. On peut expliquer l'origine du canot yole à la Martinique seulement par l'activité de pêche et de compétition. Donc ça signifie que ce qu'on fait de la yole aujourd'hui, c'est-à-dire la pêche et la compétition, serait une exploitation à minima de ce type de bateau. Ses antécédents ou ses ancêtres étaient déployés dans d'autres univers, dans d'autres cultures, faisaient autre chose. C'est ça. Donc on va voir petit à petit comment ça. C'est au niveau de la méthode. Vous avez vu un peu comment l'ouvrage est fait. Donc je vais tout à l'heure vous poser des questions plus précisément sur votre démarche. Donc vous retenez le titre. Ce que je vais demander maintenant à la technique, c'est de nous faire voir le petit micro-trottoir que Zouk TV a bien voulu nous réaliser. Hey. I'm right in the front, you dig? Hey, when I give these keys, homeboy, don't move my car, man. Oh, baby, what's your name? Pour parler de la yole, il faut avant tout parler de son ancêtre, le gommier. Bon, le gommier, on sait pertinemment que c'était une embarcation des Amérindiens, creusée à même le tronc de l'arbre. Et bon, la yole, ensuite, le progrès naval est apparu. Là, on a commencé à faire des ossatures, il y a eu des charpentiers de marine. Et la yole est rentrée, si on veut, dans le cercle fermé des créations 100% martinico-martiniquaises, quoi. Monsieur, connaissez-vous l'histoire de la yole en Martinique? Oui. Qu'est-ce que vous en savez? C'est que ça fait c'est bon pour la Martinique, ça retire des gens, ça mène des gens. Monsieur, connaissez-vous l'histoire de la yole en Martinique? Non. Rien du tout. Rien du tout. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la yole en Martinique? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que je peux vous en dire? Que c'est une yole qui est construite en Martinique, qui est typiquement martiniquais.
Oui, martiniquais, parce que les Guadeloupéens, en Guadeloupe, il n'y a pas de viol. Connaissez-vous l'histoire de l'aïeul en Martinique? Pas du tout, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime pas, donc je m'y intéresse pas plus que ça. Eh bien, quand j'étais chez ma mère au loin, je regardais passer les yoles sur la mer. Je suis vraiment mal placée pour en parler comme ça, mais oui, sommairement, oui. Qu'est-ce que vous en savez? Alors l'aïeul, je sais que ça a été pendant très longtemps un moyen pour entre autres pour les comment ça s'appelle, les personnes qui partaient en déportation pour aider la France à l'époque de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Ça a été un moyen pour eux de traverser les canaux de la Dominique ou de Sainte-Lucie pour partir vers l'Angleterre après. Il y a cette partie-là, il y a la partie pêche aussi, il me semble qui est liée aussi à l'aïeul. Sinon, je crois que c'est tout en gros. Il y a aussi toute la partie sportive bien sûr avec le Tour des Yoles. Voilà, merci à la technique. Alors, je suppose que vous avez entendu des choses qui vous ont... Voilà. Vous qui avez fait une recherche là-dessus, ça doit vous interpeller beaucoup, non? Oui. On parlait tout à l'heure de croyances et de pseudo-savoir, mais on est en plein dedans. Plein dedans. Le premier intervenant disait que c'était amérindien. C'était l'ancêtre de... Jamais, je suis clair et net. On est tout petit. On est tout petit, mais l'histoire de ce pays est beaucoup plus vaste que ça. Le gommier, c'est une embarcation monoxyle qui est purement amérindien. Monoxyle, ça veut dire d'un seul tronc. Creusé dans un seul tronc. Creusé dans un seul tronc. Je dis, voilà, le gommier amérindien, l'aïeul, c'est d'une autre civilisation. Je m'explique, je peux rentrer dans les détails. Le gommier, c'est une embarcation monoxyle, donc fouillée dans un seul tronc. Le gommier tel qu'on le connaît aujourd'hui. Tel que la littérature pittoresque nous a véhiculé. Malheureusement, nous avons deux méthodes de construction totalement opposées. J'ai dit que le gommier, c'est un bateau monoxyle dans lequel on a ajouté des bordages pour simplement hausser l'embarcation pour ne pas prendre de l'eau. Le bordage, ça veut dire les côtés? Oui, on a ajouté. D'accord. J'ai envie d'entrer dans un détail qui est important. Je peux? Oui, allez-y. Le père là-bas écrit lors de son premier voyage qu'il a payé un dénommé Courtois du Lorrain. Il avait deux anciens esclaves, mulattes, qui étaient charpentiers de canaux. Il a demandé à ce monsieur, il a donné à ce monsieur 10 écus pour la construction de cette pirogue, parce qu'ils appellent les pirogues. Cette pirogue était conçue pour prendre du sable à l'anse à zéro à Sainte-Marie. Il dit qu'il a fait construire la pirogue en canot. Ce même père là-bas nous raconte que les Amérindiens creusaient le monoxyle et imitaient des totes, des barres pour tenir l'écartement et servir aussi de siège. Il nous dit qu'il a demandé au charpentier de construire le truc en forme de canot. Il ajoute qu'il a ajouté des membrures. Les membrures, c'est typiquement européen. Il dit qu'il a ajouté des membrures. Et comme l'embarcation n'est pas assez haut sur l'eau, les membrures dépassaient de 9 pouces. Nous sommes en 1694 à peu près, de 9 pouces, et ils ajoutent un œuvage, c'est un bordage rajouté, qui colle dessus. Ça, c'est tout. Avant, entre 1510 et 1600, on ne parle jamais de bordage rajouté. C'est dommage. J'ai un oubli, je suis sorti au travail, je ne l'avais pas dans la voiture, je voulais vous emmener une pagaie. Les Amérindiens nageaient avec une pagaie. Ils n'ont jamais ramé. D'accord?
ce même père là-bas nous dit qu'ils ont ajouté des plabords. On ne peut pas ajouter un plabord sur une pirogue monoxyle. Où il n'y a pas de... Il n'y a pas de rebord, il n'y a pas d'assise, oui. Et lorsqu'on rame, il nous faut des pot-tolets. Oui, le pot-tolet pour fixer la rame. La rame, tout à fait. Et tous les textes, entre 1500, depuis, j'ai dit 1500, depuis, j'ai retrouvé des textes à l'époque du roi Henri II. Nous sommes vers 1570. Les Amérindiens ramaient. Comment ils ramaient pas? Ils nageaient. Ils utilisaient une pagaie. La pagaie ne fait qu'une brasse. La brasse française à l'époque, c'est... grande. Non, elle est très courte. Au contraire, elle fait 1m60. Et qui passe d'un côté à l'autre. Non, je vous explique. La pagaie, pourquoi on dit on nage? Parce que l'Amérindien tenait le bas de la pagaie, la partie pelle, et l'autre est bloqué ici. Il fait ça. Il n'y a aucun contact avec le corps de l'embarcation. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis que c'est très impropre d'utiliser le terme pagaie sous la yole. C'est une godille. Je vais expliquer après. Donc, aucun texte entre 1550 jusqu'à 1621, à l'époque de la nomine de Carpentras, il n'est parlé de l'existence des membrures à l'intérieur. Ce qui est caractéristique de l'aïeul. Oui, c'est un apport. Ça signifie que... Il y a eu un apport. De même, le père Le Breton écrit en 1640, les Français ont appris des sauvages à faire des canots. Et il dit aussi que les Européens ont adopté aussi dans leurs navires les hamacs des Indiens, des Amérindiens. Donc il y a eu des échanges. D'accord? Et la première fois que l'on parle du bordage rajouté, c'est l'anonyme de Carpentras. Nous sommes déjà en 1621. Découverte par les Européens de la Martinique 1592. Il y a plus d'un siècle. Donc il y a eu cet échange-là. Donc je répète, c'est une embarcation purement archaïque. Et d'autre part, comme vous êtes celle que vous appelez le gommier, donc qui est monoxyle creusé dans un tronc d'arbre. D'accord. Mais le gommier tel qu'on le conçoit actuellement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit ah ouais, c'est une embarcation millénaire. On se trompe. Non. Le gommier, c'est une invention récente. Une invention. Quand je dis récente, c'est à l'époque des Espagnols. Oui, enfin le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde. Dans le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde. C'est une invention des Espagnols, pas des Caraïbes. Non, c'était qu'il y a eu l'apport. Les Caraïbes ont joué avec l'échange. Puisque les Caraïbes, le père là-bas et le Breton nous dit que les Caraïbes maintenant utilisent les tilles pour creuser l'embarcation. Mais ils avaient bien ces embarcations avant l'arrivée des Européens. Mais vraiment, c'est vraiment dommage, c'est le monoxyle simple. Creusé, c'est d'ailleurs tous les anciens habitants de la Martinique je prends l'exemple à Saint-Pierre, il y a un texte qui dit que c'était une orge creusée, très simplement. Très simplement. Donc, le gommier tel qu'on le connaît actuellement avec les levages, il est un peu aménagé. Il est moderne. Oui, il est moderne. D'accord. Mais c'est ça le génie des peuples aussi. Oui, de s'approprier parce que quand on dit des choses, c'est Caraïbes, c'est européen, ça n'a pas de sens. Et je vais ajouter quelque chose. En 96, j'ai monté un documentaire pour Martinique. À l'époque, c'était RFO. Et j'ai travaillé pendant 2 ans avant avec un ethnologue de la culture amérindienne qui vit dans le delta de l'Orénoque, qui est canadien, et un anthropologue vénézuélien. Nous sommes restés 15 jours dans le delta de l'Orénoque avec les Guaros. Les Guaros se disent descendants des Arawaks. D'accord? Il y a une chose qui m'a marqué. Sous le fleuve,
nous avons croisé des pirogues monoxyles, pointues à l'avant, mais vraiment monoxyles, avec des vêtements, des chapeaux. Puis qu'est-ce que c'est ça? C'est comme des petites maisons? Non, l'anthropologue me dit que c'est un objet funéraire. Ah oui. Lorsque le cacique est mort, on met ses effets personnels là-dedans. Je dis, ok, c'est bizarre. Et puis on le laisse sur le fleuve? Et oui, il se promène. Donc chaque fois qu'il y a la marée basse, ça revient, ça repart. Donc je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie. On est chez les peuples animistes. Hein. Chez les animistes, c'est comme ça. Et nous retrouvons une pirogue totalement différente des autres. Qui est caché quand même sur le témiché, c'est un palmier. On demande, il nous dit voilà, ça appartenait à un cacique mort vers 1900. Le cacique, c'est le chef de la tribu. Excusez-moi, non, c'est pour les téléspectateurs. Oui, c'est ça, ouais. Bon, le chef de la tribu. Alors je demande, on me dit tout simplement, parce que cette embarcation n'a pas respecté la norme courante. L'embarcation, j'ai une image dessus là, l'embarcation, comme elle allait de temps en temps à l'île de Trinidad, ils ont haussé l'embarcation, ils ont ajouté des planches. D'accord. Parce qu'elle avait à affronter peut-être des océans plus... Non, elle a affronté des océans. Alors j'ai demandé, mais pourquoi cette fois-ci? Il dit non, parce qu'il n'a pas respecté la norme. Et chez nous, la norme de construction. Parce que tout autour, pour les animistes, un gommier a un esprit. Bien sûr. Parce que c'est l'animisme, il y a un esprit. Oui, puis c'est l'arbre qu'on a. On a l'arbre. Déjà, donc, l'arbre, il faut demander son autorisation. Il y a des croyances, il y a des rites. Et comme il n'a pas respecté, on n'a pas utilisé la pirogue comme un objet funéraire. C'est ça. Donc, chez nos amis amérindiens, purement de la terre ferme, c'est un objet qu'on ne change pas comme ça. Ça fait partie d'un d'eux. Chez nous, elle a évolué. Les nègres l'ont évolué aussi. Les nègres l'ont adopté. Ils l'ont probablement travaillé avec leurs savoirs, des savoirs qu'ils ont ramenés d'Afrique. C'est ça. C'est ça. Donc, et là, je parle maintenant de l'aïeul. Donc j'ai dit tout à l'heure. Si vous permettez, je voudrais après on va voir. J'ai encore des petites questions à vous poser sur l'ouvrage lui-même, et on verra votre série de diapos, que vous allez commenter. Puis moi, ce que je vous propose, parce que le livre est très très dense, c'est que on s'arrête sur la troisième partie, puisque là vous nous parlez vraiment de manière détaillée de la tradition orale, des problèmes qu'on a, de cerner vraiment l'origine de cette yole. Et à mon avis, pour nos téléspectateurs, justement, c'est l'une des parties qui nous intéresse le plus, mais il a travaillé aussi sur, vous êtes remonté à très loin, sur les traditions de la navigation ancienne, comme vous l'appelez. Puis voilà, donc il y a énormément de choses à dire, mais notre petite émission ne suffira pas. Donc, on va vous guider, en tout cas, dans la déconstruction de certaines de nos croyances, et puis surtout voir en quoi l'aïeul est devenue martiniquaise, comment elle est devenue. Alors, donc, vos motivations pour écrire ce livre, c'était, j'ai compris que vous étiez déjà en 89 sur l'affaire. J'étais sur l'affaire, donc je pensais que c'était original. Donc, toutes les sources, j'aurais eu les sources en Martinique. Donc, j'ai commencé, à l'époque, c'était le poste à cassette. J'ai enregistré peut-être 70 heures d'ITV de Charpentier du Vauclin, M. Michel Thénault, qui a travaillé au chantier naval Grant, à Fort-de-France. Monsieur Bercillon, lui qui a travaillé au chantier naval Grant et qui habite... C'était aussi près du bassin de Radeau? C'est là, oui. C'est là? Pourquoi j'ai dit Grant? Parce que j'ai une idée dans la tête. Et M. Sillon, et puis d'autres, disons Marie-Madeleine du Robert, M. René Louis de Trinité. Donc c'est des gens que vous avez très tôt enregistrés. Après avoir vu la première course de yole? Là, j'ai enregistré. Oui. Et là, j'ai
j'ai fréquenté pendant très longtemps des vieux patrons de yole de course et des vieux patrons de yole de pêche. Et j'ai voulu aller un peu plus loin parce qu'au départ, je ne voulais pas faire un ouvrage, c'était un document pour la télévision. Là, je me suis rendu aux archives départementales et je me suis égaré pendant au moins 3 ans. Égaré, c'est-à-dire? Oui, égaré parce que je pensais trouver des documents sur la yole. Et il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Il n'y a pas d'archives. Non, tout simplement parce qu'il y avait une confusion de genre. On utilisait un nom générique pour signifier l'existence de tous les bateaux en Martinique. Le nom générique, c'était le mot pirogue. D'accord. Donc vous cherchez yole et puis il fallait aller chercher dans pirogue. Pirogue, non, tout simplement. Donc, et après, donc, je me suis rendu au Venezuela, donc j'ai vu que ça n'avait aucune relation avec nous. Mais quelle était votre hypothèse de travail pour chercher? Vous cherchiez quoi exactement? Je cherchais une création purement négo-africaine, née des esclaves. D'accord. Et là, je me suis aussi perdu. Et c'est après 3 ans aux archives départementales, j'ai cherché dans les rôles de l'armement, des navires et aussi des bateaux de pêche. Et les tout premiers, comme c'était pas encore bien archivé, c'était dans des boîtes, j'ai retrouvé dans un rôle de l'armement de 1850-57 une yole appartenant à un habitant de Trinité, des pêcheurs, du tchèque. Yole, c'était ça. 2 ans après, sous le même truc, là, je crois que c'est ça là, ils ont effacé. Celui qui écrivait, il a effacé, il a marqué pirogue. Dans la semaine après, parce que chaque fois, à l'époque de l'esclavage, chaque fois qu'un bateau partait, il fallait signer un truc, hein? Une décharge. Un autre préposé signe. Alors, pendant au moins 10 ans, un jour, cette yole s'appelait Vive la France. Vive la France. Cette yole. Chaque fois, ça changeait de nom, de titre. Je dis, tiens, voilà. Et là, je me suis mis à chercher ce problème de confusion de genre. Et j'ai retrouvé cette confusion partout. Mais à la Martinique. Partout à la Martinique. Voilà. Et j'ai le retrouvé aussi aux archives de la Marine à Paris. Mais vous dites plus vers le 19e, fin 18e, 19e, parce qu'apparemment au début, c'était clairement indiqué qu'il s'agissait d'une pirogue. Il s'agissait de pirogue. Pirogue. D'accord. Je vous donne un exemple qui est très simple. Il y a un dictionnaire de la marine de 1790, non 1796, 1788 à peu près. C'est l'escalier. C'est quoi, c'est plutôt que ça, 1725. C'est un dictionnaire vraiment de référence. Il y a de l'iconographie, d'une chaloupe. D'une chaloupe. Mais comme la chaloupe est utilisée par des nègres, il l'appelle pirogue. Sur le dictionnaire, le dictionnaire de la marine à Paris. C'est cette confusion de noms. Oui, mais c'est un nom générique. Il y en a beaucoup, c'est-à-dire il y a pirogue, il y a yole, etc. Non, mais c'est pour dire que... Qui désigne le même objet, en fait. Le même objet. Tout à fait. On a bien compris. Donc la yole, c'est ce que vous a expliqué M. Kionkion, c'est générique. C'est un terme générique à un certain moment. Quand il sort de son origine, de sa racine apparemment norvégienne, voilà, ou euro-nordique, eh bien, il passe. Il est dans le phénomène, dans le processus d'appropriation, c'est-à-dire qu'on envoie une embarcation et on la désigne comme on pense, et dans sa dimension d'équivalence entre embarcations, elles se valent. Surtout qu'il y en a, moi j'ai vu dans vos photos, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Mais il y a, pour un œil non exercé, on a l'impression que toutes les petites embarcations se valent. Ce sont des pirogues, mais c'est pas. Ce sont des petites pirogues, mais ça n'est pas vrai. On sait bien. C'est comme pour les avions, tous les avions se ressemblent et pourtant ils ont chacun des noms, des genres différents. Alors, j'ai bien compris que vous avez collecté vos données de 89 à 2002. Oui, c'était ça fait une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années pour donc chercher l'information. Oui, ça a été très difficile pour moi parce que moi je suis pas ethnologue ni historien au départ. C'est ça.
Mais bon, c'est le fruit de la passion qui m'a fait arriver à ce stade. Donc, j'ai collecté en Martinique, j'ai collecté au Venezuela, j'ai collecté à l'Institut fondamental de l'Afrique du Nord, IFAN. J'ai collecté aux Archives nationales dans le département Estampes. J'ai cherché pendant très longtemps, plusieurs fois. Au département de la Marine en France, vous avez cherché? Donc j'ai travaillé aux archives de la Marine militaire à Vincennes. J'ai retrouvé des documents de l'armée qui parlaient vraiment de YOL, alors que le gouverneur ici c'est pirogue, d'accord? J'ai connecté aussi à la salle de recherche du musée de la Marine à la place Trocadéro. Et puis j'ai recherché aux archives départementales de la Loire-Atlantique. Et j'ai trouvé aussi des documents à Aix-en-Provence les archives d'outre-mer. Des Outre-mer. D'accord. Et ça a pris tout ça d'années. Et puis, j'ai quand même eu cette chance de fréquenter des amateurs de vieux courriers à Lisbonne. Et il faut dire que je me suis rendu aussi à Lisbonne en 1998 pour avoir des documents. Parce qu'on oublie qu'avant Denambuc, 1635, les Portugais étaient ici. Il faut qu'on le sache. Les Portugais, et puis en Afrique aussi. Ils étaient ici. Ils étaient ici. Donc, j'ai retrouvé des documents. Donc, ça a été un paquet de documents. Et puis, il faut dire que j'ai commencé à écrire sous la yole. Puis je me suis dit, André, finalement, l'histoire du père là-bas, l'histoire des autres là, cette histoire-là était pittoresque. Et c'est pour ça que j'ai dit une autre histoire maritime à la Martinique. Absolument. Oui, parce que... Et j'allais vous le dire, le père là-bas a raconté beaucoup de bêtises, vous savez. Parce que c'est pas de sa faute. Non, mais c'est l'époque, absolument. C'est pas de sa faute. Il découvre les préjugés aussi. Donc, il a été aveuglé complètement par ces préjugés-là. Mais nous, enfin, voilà, en histoire, en sciences humaines, on sait. Les chercheurs en sciences humaines se méfient beaucoup du père là-bas. Ceci dit, il a vu des choses que dans sa naïveté, il a rapportées. Heureusement. Et c'est à nous, en confrontant ces sources, c'est dire à d'autres sources, on arrive à se faire une idée de l'existant à l'époque. Oui. Mais c'est vrai qu'on se méfie beaucoup du père là-bas. Donc, donc ce sont ces vieux papiers. J'ai retrouvé un vieux papier du commandant. C'est un capitaine de vaisseau, il s'appelle Arnaud Mandé. C'était un Espagnol qui fréquentait la Martinique à l'époque du père là-bas. Il a tellement fréquenté la Martinique qu'on a donné le titre, il était pilote. C'est lui qui faisait rentrer les navires français ici. Eh bien lui, il explique très très bien. Il fait la différence nette entre une yole, entre une chaloupe et puis le gommier. Mais c'est une culture qu'il faut avoir, vous voyez. Oui. Même nous, même en non, c'est une culture et on ne peut pas distinguer. C'est tout le challenge aussi de nous faire accéder à des savoirs qui nous font passer d'amateurs ou etc. à personnes un peu plus qui comprennent en tout cas quelque chose. Oui. Donc vous avez mis beaucoup de temps à collecter les sources. Oui. Et vous les avez collectées en vous appuyant sur des gens qui vous ont guidé. Vous y êtes allé un peu à l'aveugle. Comment avez-vous procédé? Au début, je suis parti vraiment à l'aveugle. J'ai travaillé toujours seul. Seul, c'est ça. J'ai simplement demandé de l'aide à... J'ai vu que vous avez cité Alain Flin, qui est un éminent anthropologue. Oui, il m'a aidé beaucoup parce que lorsque nous étions en Afrique, il m'appelait le pêcheur Libou. Hein? Oui. Non, il m'a aidé dans le sens qu'il m'a dit, André, va voir chez les arabo-musulmans. Parce qu'il faut savoir aussi, tout le temps, l'histoire est vaste. Mais absolument. Et le monde n'est pas aussi cloisonné. N'est pas aussi cloisonné. Alors du coup, c'est à l'Institut du monde arabe, je me suis fait aider par un archiviste qui parlait bien l'arabe et qui m'a donné des documents. Des documents. Mais nos bateaux, les bateaux des Portugais, les bateaux des Français du Sud, là, des Espagnols, c'est la culture arabo-musulmane. Lorsque Christophe Colomb traverse l'Atlantique, il découvre un Caraïbe,
Il a un montage qui est important, c'est le montage bord contre bord. Ça, c'est typiquement arabo-musulman. Alors que les bateaux nantais qui traversaient l'Atlantique, qui allaient sur la côte ouest africaine, étaient montés à clin, comme ça. Donc, il y a eu ce mariage, ce mélange. Il y a eu le mélange, mais moi j'étais étonnée que vous n'ayez jamais parlé des Chinois, parce que finalement, ils ont été les premiers découvreurs de... J'en ai parlé, non? J'ai parlé oui, j'ai parlé, il me semble. Vous avez parlé de... Moi, j'ai parlé... Oui, j'ai parlé parce que c'est... Il faut dire que... Pourquoi des Chinois? Parce que vous me faites rire. Nous étions, lors de la Coupe du Monde en France en 1998, en Chine, nous avons visité le musée de Shanghai. Et je disais à Maurice Nagou, mais c'est quoi cette histoire? On a vu une pirogue qui ressemblait à une pirogue amérindienne. Je dis, tiens, peut-être que les Chinois ont traversé le détroit de Bering, ils sont descendus. Mais il y a plein de trucs. Mais c'est sans doute. Non, mais aujourd'hui, on le sait. On le sait. Bon, ils sont passés, ce sont des Chinois qui sont passés par le détroit de Bering il y a quelques milliers d'années. Alors, voilà. Donc, sur la question de la scientificité de l'ouvrage, bien, il y a beaucoup de sources. Donc, ça vous laisse, même si vous êtes sceptique, ça vous donne la possibilité d'entrer dans l'objet, dans la connaissance de cet objet et de déconstruire tout doucement vos préjugés, parce que finalement, comme dans beaucoup de domaines qui concernent notre culture à Martinique, nous sommes dans des, j'allais dire... dans une nébuleuse. Une nébuleuse, et puis on déblatère, et puis on a construit des choses. Et il est très difficile d'entrer dans une discussion avec nos compatriotes, à quelque niveau que ce soit, parce qu'ils n'ont pas de savoir ethnographique, mais ils sont persuadés de savoir, et toute la difficulté qu'on a de communiquer, c'est de pouvoir dire, parce que vous viendrez avec un savoir, on vous dira Kemonoye pour 10 en Kadia, et vous avez l'impression que c'est vous qui êtes déclassé, alors que vous avez, comme vous l'avez fait là, mis des dizaines d'années à construire cet ouvrage. Oui, j'ai pris 20 ans. 20 ans à construire. Vous voyez, un travail ethnographique, c'est parfois l'œuvre d'une vie pour vous donner des éléments de connaissance, parce que nous, de par les conditions de notre naissance, de notre émergence en tant que groupe humain, nous avons touché tous les continents du monde. Tout. Et nous venons d'ailleurs de partout. Ça ne signifie pas que nous sommes le Turc en bloc ou quoi. Nous avons, c'est pour cela que je dis qu'il y a le phénomène d'appropriation qui est parti du groupe dominant qui était en effectif chez nous, qui étaient les Africains, qui ont construit avec leur savoir, qui ont reconstruit les emprunts. Ils les ont adaptés à leur vision du monde, à leur savoir-faire, et il y a beaucoup de choses aussi qu'on leur a pris. Mais ils ont pris aussi, et ils ont transformé ces objets-là de manière à les adapter à leur vision du monde. Parce que vous parlez vous citez les Africains. On croit souvent... Le groupe humain qui était le plus numérique. Mais on croit souvent que les esclaves étaient ils avaient la chape de l'article 1 du Code noir, qui les interdisait de faire tout. Mais à Nantes, le duc de Penthière, là nous sommes vers 1710, parle de nègres qui sont sortis ici et qui ont qu'ils ont amené là-bas pour construire. Et qui ont appris le métier du charpentage. Et qui dit charpentage dit construction de bateaux. Non, mais c'est qu'on a fait courir sur les Africains l'idée qu'ils étaient sans culture, etc. Ouais. Et moi, je termine donc un ouvrage sur le Lassotais. Je peux vous dire que toutes ces histoires de jardins et tout, j'ai découvert un peuple hautement civilisé en matière culturelle. Et voilà, on va faire sauter là aussi plein de vieux préjugés, parce qu'il n'y a pas de jardin créole, il y a en fait un jardin, et bon, il y a des Européens qui ont leur apport, mais l'apport africain est resté. Le jardin en fouillis, qu'on dit en désordre, qui est aujourd'hui tellement prisé chez nous, est un jardin typiquement africain. C'est-à-dire, moi j'ai fait comme vous, je suis allée chercher dans les sources d'origine, et vraiment. Donc on a aussi des préjugés à déconstruire concernant le groupe des Africains. Maintenant, la question, c'était chez vous de montrer que cette yole était d'origine africaine, et c'est ça l'hypothèse du chercheur. Voilà, je vais dans cette direction-là, j'ai une conviction, mais l'honnêteté du chercheur, c'est de pouvoir dire en chemin,
J'ai fait fausse route. Ah, Je voulais prouver que j'avais une yole, que la yole était africaine. Vous voyez, ça n'enlève rien à l'Africain. La yole n'est pas africaine, point barre. Mais l'Africain a inventé autre chose pour naviguer. Le Gal. Il a invité autre chose et qui nous rappelle beaucoup le gommier. Maintenant, il n'est pas en reste et on retrouve ce gars-là un peu en Inde de manière assez je ne sais pas si pour ceux qui sont debout sur l'embarcation qui a un fond plat, on dit aussi pagayer. Non, mais ils ont une espèce de grand bateau, oui, la flèche. Voilà, qui leur permet d'avancer. On voit les mêmes scènes en Inde et en Afrique, par exemple. Donc il y a des échanges, mais il y a aussi des perfectionnements qui sont propres au peuple. Chacun apporte son génie. C'est comme un peu acheter un tissu et dire qu'on veut le découper, on veut le découper. Alors voilà, si vous voulez bien la technique, on verrait maintenant les images de navires que M. Kiankian va nous... Enfin, pas de navire, de petits bateaux, de yoles, etc. C'est des iconographies. D'embarcations. Ouais. Eh bien, ça, c'est le fameux Gal. Et cette embarcation, elle est de la Sénégambie. Quand on dit la Sénégambie, c'était le Sénégal. Oui. Et on dit que c'est cette embarcation que les Européens ont copiée pour traverser l'Atlantique. Oui. Et d'ailleurs, dans une iconographie de 1515 et 1615, juste après Christophe Colomb, on a quand même l'effigie d'un roi sénégalais avec cela. Et ça, c'est une pirogue monoxyle simple. Oui, c'est Moussa, le roi du Mali, exactement. Qui est parti, qui a découvert l'Amérique très tôt. Et ça, c'est une pirogue monoxyle simple du delta de l'Orénoque. C'est un pointu à l'avant, pointu à l'arrière. Donc amérindien. Amérindien qui ne fréquente que les fleuves. D'accord. C'est pointu à l'avant, donc voilà. Et c'est ce fameux bateau, embarcation, qui pourrit qui appartenait au fameux chef du village. D'accord, au classique. Au classique, il n'était pas fait. Et voici le truc classique, ce sont les orges. Vous voyez, c'est carrément les Amérindiens qui se battaient contre les Espagnols. Voici ça c'est de la Martinique, ça c'est de l'escalier, de 1500-1755. Une pirogue, vous voyez? C'est un tronc fouillé carrément, qui est arrondi devant et arrondi derrière. Un peu grossièrement fouillé. Grossièrement fouillé, d'accord? Ça, c'est l'escalier en Martinique, 1755. Et amené par les Français. Oui. Okay. Et là, c'est une pirogue monoxyle. Les Amérindiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé des voiles, machin. Et ils sont il est long, hein, celui-là. Oui, enfin, voilà. Elle est longue, celle-là. Oui, mais c'est une pirogue monoxyle et ils ont mis des voiles. Qu'ils ont vus sur les bateaux des Européens. Des Européens, d'accord. D'accord, ben voilà un emprunt culturel. Et ça, c'est un radeau fait en Martinique. Ce monsieur est mort, monsieur Miranda à Sainte-Anne. Il pêchait toujours avec ça. Avec le bois faux. Là, c'est la gueule qu'on a aujourd'hui. C'est un vieux gommier. Un vieux gommier. Ça, c'est un gommier de Seine qu'on retrouve sur la côte atlantique, qui est beaucoup plus tenturé pour la Seine. D'accord. Et ça, c'est le fameux. Alors, cette image-là qu'on retrouve sous le livre, c'est le canot passager. C'est monsieur Gustave Rabel, qui est un peintre de la marine, qui a fréquenté la Martinique vers 1800 et qui a dessiné le canot passager. Vous voyez, donc c'est un tronc fouillé, mais ils ont ajouté une voile plus des rames. Donc c'est un tronc fouillé et ils ont haussé. Donc c'est déjà un truc moderne. Hein? Le canot passager, c'est le canot qui faisait c'est le bordage qui permet qu'on pose des rames. Oui, qu'on mette des portes tollées. Okay. Donc cette peinture que j'ai achetée, je ne l'ai pas achetée parce que c'était une vente aux enchères en Suisse et c'est l'université d'Édimbourg qui a acheté cette image de la Martinique. Et j'ai négocié avec eux. J'ai dit voilà, je fais un documentaire, est-ce que je peux avoir? Et les gens qui sont dessus, ce sont des pêcheurs? Non. Non, des noirs, carrément, des nègres. Oui, mais qui font quoi? Non, c'est des chauffeurs, comme si c'est nos taxicos, quoi. Ah, c'était déjà... Oui, ça s'appelle le canot passager. D'accord. Et ça, c'est une photo de... J'oublie son nom, là, j'ai un trou de mémoire. Mais c'est une photo de la Martinique. Là, c'est avant les rues sur la montagne Pelée. Et là, on voit derrière des gros bois. Vous voyez, donc c'est des pirogues qui sont le corps de pirogue. Et ils ont ajouté des planches pour seulement hausser la machine, hein, carrément.
Cette photo, c'est de Pierre Verger. Le nom est revenu, Pierre Verger. Oui. Pierre Verger, Oui. que vous peut-être connaissez, Oui, j'ai entendu. il est anthropologue. Voici ce fameux canot de pêche et de poste. Mais c'est une pirogue, comme un gommier, mais les travées francs devant. Et ils se sont le tronc fouillé et ils ont ajouté 1, 2, 3 planches pour hausser. Donc ça servait à emmener les colis de la poste à l'époque. D'accord. Ça s'appelle le canot de poste. Donc la voile a été posée très tôt quand même. Ah oui, très tôt, oui. Ah oui, très tôt, parce que les Amérindiens. Alors donc là, on retrouve déjà une iconographie des frères Ozanne qui montre par exemple la baie de Saint-Pierre, de Fort-de-France, avec le nombre de navires qui avaient présent, des navires russes, des navires haïtiens, des navires turcs. C'est ça, on pensait, mais Oui. il y avait beaucoup de gros navires haïtiens qui venaient ici. Saint-Pierre, c'était par moment, il y avait 300 navires qui attendaient. Oui. Hein? Et ça, c'est la construction du bassin de Radoub. Ça a été le premier bassin de Radoub de la Caraïbe. D'accord? Bassin de Radoub. Toujours Saint-Pierre. Nicolas Dezanne, là c'est Saint-Pierre. Nicolas Dezanne, c'était un pète de la marine. Ils ont fait beaucoup d'iconographie pour la Martinique. Ça, c'est le fameux canal. Ça rappelle le canal de Vincent? Non. Non. C'est le canal du Lamentin. Ah, du Lamentin, oui, très bien. Avec des pirogues. Et celui-là, c'est le canal de la rivière Pilote. Ils arrivaient là. Donc là, ce sont toujours des pirogues. Ouais. Et là, c'est un chaland. Et qu'est-ce qui... Oui, c'est plus large. Et qu'est-ce qui en a fait une yole alors, entre pirogue et yole? Pirogue, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une confusion de noms. D'accord. Mais ça désignait en fait la yole. La pirogue n'est pas de construction différente. La pirogue, elle est européenne, la pirogue yole. C'est ça, mais la construction même, elle est totalement différente puisqu'elle a un squelette. Et ça, je voulais vous montrer, ça c'est... Ce que vous appelez le chaland, là? Le chaland. Oui. Ça transportait des marchandises. Oui. Voici je ne sais pas si on peut garder, mais vous allez voir, c'est une iconographie à l'époque de Louis XIV. Et le numéro 3, c'est une yole. Ils écrivaient yole, Y-O-2-L-E. D'accord? Oui. Et c'est la numéro 3 que vous voyez. Donc, c'est une iconographie. Donc, j'ai trouvé ça aux archives de la marine. D'accord. Yole. D'accord? La yole, comme ça. C'est une iconographie. 1700 combien? 1715 à peu près, c'était BR. Vous avez bien, voilà une yole de l'île Shetland en Irlande. Ah oui, d'accord. Voilà encore, et ça rappelle... Il l'appelle aussi yole. Yole, de l'île Shetland. Y-A-W-L. D'accord, voilà, et l'île Shetland. Et là, ce sont des yoles qu'on a retrouvées en France, à Paris, pour... les hommes courtisaient les femmes en yole de pêche. Mais on voit dans beaucoup de films anciens les promenades sur le fleuve. C'était des yoles. C'était des yoles. C'est des petits bateaux. Guy de Maupassant en parle. Absolument. Guy de Maupassant en parle. Mais dans tous les films encore qui rappellent la belle époque, vous avez ces promenades en bateau. C'est très. Enfin, l'époque du romantisme européen a beaucoup utilisé ces images. C'est ça. Et donc la yole. Merci à la technique. Oui, la yole est construite sur un squelette. C'est ça. Alors maintenant, pour que nous restions dans la déconstruction, chers téléspectateurs, on veut vous faire perdre vos illusions absolument. On va rester dans la déconstruction de la yole, c'est-à-dire que donc, dans cette partie 3 qui est vraiment que vous avez intitulée les prétendues origines vues par la culture orale. Ouais. Donc ce que vous avez fait en fait, c'est vous avez recueilli un certain nombre d'archives sonores. Donc basées uniquement sur, on va dire, les croyances, enfin les savoirs communs d'un certain nombre de personnes, et vous nous racontez comment ces personnes ont construit l'idée que la yole était quand même martiniquaise. Oui, j'ai trouvé... Vous parlez par exemple, il y a différentes versions, des confusions sur l'origine de la yole. Vous pensiez donc que c'était une construction propre aux Martiniquais, aux esclaves. Vous voyez l'origine ouest-africaine. Vous avez parlé d'anecdotes
Alors ça c'était intéressant. Oui, il y a beaucoup d'anecdotes. Hein. Oui, parce que vous parliez de la première anecdote du Robert. Là, en fait, on a attribué quand même la yole à la population blanche de Martinique. Blanche. Voilà. Au Robert, c'était l'histoire d'un Français colon qui avait l'habitude installé au Robert et qui avait l'habitude d'utiliser les pirogues des sauvages. Les Amérindiens. Qu'ils appelaient sauvages. Oui. Et ce monsieur a été tué par les sauvages. Et le petit-fils a eu cette invention de créer une yole. Avec les planches, le bois pris carrément sur l'îlet et pour être autonome. Oui, c'est ça. Ça c'est l'histoire qui remonte. C'est-à-dire que l'occupation des îlets a commencé très tôt. Donc c'était ça. Donc c'est ça. Oui. Et après on a eu maître d'histoire et aujourd'hui. Et c'est pour ça que beaucoup, même des historiens me disent que je suis un révisionniste. C'est dur de dire ça quand même. Je ne sais pas pourquoi. C'est dur. Oui. Parce que dans la petite tête, la yole a vraiment apparu après la Seconde Guerre mondiale, à l'époque de Vichy. De l'amiral Robert, comme vous l'avez dit. Oui. Monsieur Michel Thénault du Vauclin, qui était charpentier de marine au chantier naval Grant, et je reviens sur Grant, avec un nom pareil, on doit savoir beaucoup de choses. La Martinique. C'est d'origine anglo-saxonne? Oui, si. La Martinique a été combien de fois anglais, sous les Anglais. Par les Irlandais. Eh bien, monsieur Grant, c'était un Irlandais. Il avait ce chantier naval-là, et son père, ce chantier naval-là existe depuis 1845, depuis à l'époque de la... Ils étaient si nombreux aux États-Unis. C'est sûr. Ouais. Donc, ils m'ont raconté que c'est un charpentier de marine qui a coupé en deux un bateau qu'on appelle la pétrolette. Et puis avec ça, il a inventé une yole. Il y a eu plein d'histoires. Mais vous avez dit que c'est cette version-là qui vous a vraiment fait croire qu'on pouvait créer une autre forme d'embarcation à partir d'une embarcation plus grosse. Plus grosse coupée, oui. Voilà. C'est ça. Et il faut dire que c'est monsieur... Elle est construite, vous disiez, elle est construite en bois, en 1821, à Fort-de-France, et qu'elle est d'un port de 3 tonneaux, ce qui est quand même important, selon le rôle de l'armement de 21. Oui. Alors vous dites, cette précision dissipa tout doute, et durant 2 années, j'ai axé mes recherches à partir de ce témoignage, et là, sans succès. Sans succès. Et c'est un autre charpentier de marine, monsieur, qui est décédé, malheureusement, monsieur Hubert Sillon, qui a travaillé aussi en 1937 au chantier Grant, qui me dit, ah oui, yol, nous avons sa pirogue. Ouais. Mais nous avons réparé ça sur ces gros bateaux anglais qui étaient venus. Il était prêté à l'avant et prêté à l'arrière. Et voilà. Et ce monsieur aussi m'a mis sur un bon chemin. C'est ça. Donc, à partir de ces deux déductions en déduction que vous arrivez à comprendre que c'est intéressant parce que moi, pour le jardin, j'ai fait la même chose. Je ne comprenais pas pourquoi on disait que notre jardin était un mélange de tout. Et à force de fouiller, j'ai découvert en fait qu'il y a au moins 3 types de jardins en Martinique. Le jardin européen ne s'est pas mélangé avec le jardin africain. Il est resté, il a des formes géométriques qu'on voit encore dans les cultures vivrières à grande échelle. Et ça, c'est un jardin européen. Mais le jardin africain, c'est le petit jardin fouillis où on a mélangé tout et où on a des produits toute l'année. C'est-à-dire c'est un art culturel qui est millénaire et qui a permis aux Africains de survivre à toutes les époques. Et donc, en lisant votre ouvrage, je voyais la démarche parce qu'au fond, c'est par élimination qu'on procède. Oui, Au départ, tout bateau, c'est bateau. Oui. Et puis petit à petit, vous découvrez, justement par le détail, parfois d'infimes détails, que non, il faut distinguer
distinguer. Donc, et c'est ça le travail de recherche qui est long et minutieux. Et pour ne pas se tromper, il vaut mieux prendre beaucoup de précautions. Beaucoup de précautions, baliser. Va baliser beaucoup. Et donc, vous découvrez que vous n'êtes toujours pas arrivé au bout de vos peines parce que vous ne trouvez toujours pas ce que c'est que cette pétrolette ou cette chaloupe ou cette pirogue ou cette confusion de genre. Et c'est la confusion de genre. Donc finalement, vous découvrez, vous avez aussi ce que vous avez appelé des sources écrites. Hein? Donc vous avez trouvé... Européennes. Voilà. Alors, pendant l'amiral Robert, vous l'avez dit très vite, la confusion est venue du fait que les gens croyaient que c'est à ce moment-là que les pêcheurs... Comme il n'y avait pas de pain, il n'y avait pas d'argent, donc on a inventé une embarcation. Une embarcation pour aller pêcher parce qu'on mourrait de faim ou on risquait, etc. Et c'est pour cela que certains disent que l'aïeul est la fille du gommier. Non, c'est deux civilisations totalement différentes. Alors, c'est important. Vous dites l'aïeul n'est pas une invention martiniquaise. Et puis, c'est l'aïeul de course. Alors, moi j'avais envie d'apporter un bémol à cela parce que je considère que par nos origines, rien ne nous est venu d'une civilisation plutôt que d'une autre. C'est vrai, même si en termes de culture domestique, notre rapport africain est fondamental. Mais en termes de culture, de culture économique, etc., on a touché à tout. Et cette idée de dire, c'est vrai, l'aïeul n'est pas martiniquaise, mais moi, ce que j'ai envie que vous nous disiez, c'est à quel moment, voilà. Le non-yol. Le non-yol, très bien. À quel moment elle devient pas une invention, parce qu'au fond, les Martiniquais vont se l'approprier, vont la travailler à partir de leur génie propre, de savoir-faire propre. À quel moment les Martiniquais vont s'approprier cet objet-là? C'est-à-dire en quoi faisant? En ajoutant quoi? En s'en servant comment? D'accord. Je vais quand même parler un peu d'histoire rapidement par rapport aux documents. Les documents que j'ai trouvés en Martinique, les sources venant des rôles de l'équipage, les yoles que j'ai retrouvés sont des yoles construites dans des sites où il y a un port de pêche. C'est ça. Un port, je dis même pas un port de pêche, un port où arrivaient les bateaux européens. C'est ça. Où arrivaient les bateaux européens. L'ensemble. À Fort-de-France, à Lancimutan, au Môle du François, à Cosmi, à Trinité, et à Petit Brésil Trinité, aux Abîmes, Préchères, tout ça. J'ai retrouvé des documents de yoles là, du 19e siècle. D'accord? Toujours de l'histoire. Nous parlons de carnet passager. On a cru que le canot passager, c'était tout le temps des pirogues, des sauvages. Mais comme nous parlions tout à l'heure de la présence d'anglais, on disait plus souvent irlandais à l'époque, nous avons eu des prêtres en Martinique qui avaient des embarcations, mais c'était des yoles qui servaient pour le transport de personnes. L'aïeul, donc j'ai dit que l'aïeul, embarcation de sauvetage qu'on retrouvait sous les navires français et anglais et espagnols. Les Espagnols l'appelaient Chincholo. Cette embarcation était pointue à l'avant et pointue à l'arrière. Et pour des commodités de transport, ils ont élargi l'arrière. C'était pour mettre le moteur, peut-être après, non? Ça sera pour ça? Avant. Ce qui différencie la yole martiniquaise, c'est l'apport d'éléments importants. C'est ce qu'on appelle la fouca. Oh, c'est intéressant. Dans le zoo qu'on a Oui, mais moi, comme un con, au début, j'ai dit, qu'est-ce que ça s'appelle la fouca. On m'a dit que ça fait la fouca et ça. Bon, comme un con, j'ai dit, c'est que ce mot-là est fort. C'est intéressant de trouver l'origine ailleurs. Eh bien non, la fouca. F-O-U-R-C-A-T. C'est un terme de la marine française. Qui signifie?
C'est la première membrure qui se trouve après l'étrave. Nous, comme le génie noir a inventé, ils ont pris des fourches d'arbres. Quand j'ai dit des fourches, c'est ce qu'on appelle les... Vous savez, lorsqu'on faisait les coques. Les coques d'arbalète. Oui, d'arbalète. Donc, ils faisaient ça avec le poirier. Un Y, oui. Un Y. Ça, ouais. Plus gros, plus épais. C'est ça, c'est ça. Et ils creusaient le milieu pour mettre le pied d'humain. On appelait ça la fouca. Ça, c'est ça. Bien. Ouais. C'est ça. Deuxièmement... Et c'est avec quel bois ils faisaient ça? Le poirier. Ok. Le poirier, surtout le poirier. Surtout le poirier, c'est un bois qui... Et il ne pourrit pas facilement, il est très beau. Oui, c'est un poirier. Hein? Et ils ont, pour plusieurs raisons encore, modifié la forme de l'aïeul pour des besoins bien spécifiques. Dans les villes, comme je prends l'exemple du Lamentin, où il y avait à l'époque beaucoup de mangroves, ils utilisaient une yole qu'on appelle la yole de Ness, qui était pointue à l'avant et pointue à l'arrière, qui pouvait passer dans les mangroves. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça pouvait avancer en culant, tout ça. D'accord? Ceux qui faisaient la chaux vers le Vauclin, les 3 îles qui faisaient de la chaux pour emmener dans les usines, parce qu'il fallait faire le choulage des sucres. Oui, tout à fait. Donc, si l'aïeul était pointue à l'avant, pointue à l'arrière, le gabarit était trop faible. Ils ont élargi l'arrière. Donc là, ce que dont vous parlez, là, c'est d'un usage, en fait, de la transformation de l'usage de l'aïeul. On a commencé à concevoir que c'était un objet qui transporterait des marchandises et non plus seulement des personnes. Des personnes. Et donc, on portait de la chaux. Hein. Monsieur Sillon me disait c'est son boulot. Et jusqu'à maintenant, au Lamentin, il y a 2 fours à chaux. Il faisait de la chaux pour emmener... À Californie, notamment. Oui, il traversait la mer pour emmener de la chaux un peu partout. Bien sûr. Pour faire le choulage du sucre. D'accord? Donc, mais il me disait que Yolta était qu'à voguer, pas qu'à naviguer, hein, parce que c'était lourd. Ah oui, c'est large de l'arrière. Donc la tête remontait. D'accord? Et puis, il y a la fameuse yole baleinière qu'on retrouve, qui est bien tonturée. La forme est remontée, qu'on retrouve sur la côte atlantique. À cause, c'est-à-dire que c'est juste pour bien passer les vagues. Le creux des vagues. Les creux des vagues, c'est bien tonturé. Donc, c'était pointu à l'arrière. Aujourd'hui, quand on regarde une yole de course, les yoles de course des années 90, c'est purement la forme d'une yole irlandaise qui est pointue à l'arrière. Pointue à l'avant, parce que la yole de course à l'arrière, elle est pointue hein, derrière. Et la godille qu'on utilise. Oui, qui est assez... Je vais vous dire 2 choses. Je vais parler du passé et puis nous allons prendre le XXe siècle. Dans le passé, sous les yoles baleinières, il y avait ce qu'on appelait un aviron de queue. C'est une rame qui faisait 3 ou 4 mètres. Mais le nom baleinière, c'était parce que la yole baleinière, ça servait à pêcher à piquer la baleine et attacher à l'embarcation. Et lorsque la baleine était harponnée, elle ne pouvait pas faire entrer l'embarcation. C'était trop petit, non? Non, elle était longue, au contraire. Il y avait des hommes, et la baleine, elle pèse plus de tonnes, elle pouvait bien faire entrer les trucs. Donc, ça servait à fatiguer la baleine jusqu'à la mort, à l'épuiser, d'accord? Et ça servait à maintenir le cap, l'aviron de queue. Cet aviron de queue-là, que nous appelons pagaie, mais c'est faux, c'est une godille. On le retrouve dans plusieurs grands bateaux européens. La Tilleul de Bayonne, on le retrouve aussi sur des bateaux africains. Et qu'est-ce que vous appelez entre la godille et la pagaie, vous entendez c'est là que je fais la différence. Elle est plate, la pagaie. La pagaie est petite. Donc on la trouve dans la canoë, non? Oui, mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je peux. Je peux. Oui, c'est la petite pagaie que vous avez. La pagaie, comme je dis, c'est un petit aviron qui fait une brasse, c'est 1,70 m à peu près. Quelle est la manière de nager? Je répète, on nage avec une pagaie. La pagaie
a aucun contact avec le corps de l'embarcation. Aucun contact. Je tiens le bas de la pelle comme ça et je fais ça. Et le bras... Comme pour le kayak. Exactement, le kayak. Oui, c'est ça. Oui, le kayak. Et je nage. Mon contact, il n'y a aucun contact. Donc, l'instrument qu'on utilise en Martinique comme levier... Et la godille est fixée par contre? Non, elle n'est pas fixée. Elle est mobile, mais elle est dans un creux. Elle appuie, voilà, elle appuie sur quelque chose. C'est un avion de queue qu'on a retrouvé sous la baleinière, la yole baleinière. D'accord? Ça, c'est dans le passé. Sur les galères aussi, on trouvait ce modèle. Aussi, et vous retrouvez ça sur... Même à l'époque des Égyptiens, vous allez voir la fameuse barque de la mort où il y avait cette... Ça, nous parlons du 17e. Et les Africains, ils avaient quoi, vous dites? En Afrique, ils avaient quoi? Eux aussi, ils nageaient. Ils nageaient aussi, c'est ça. Ok. Ça, nous sommes au 19e, 18e siècle. La yole ici, monsieur Désiré Lamont du Marin, qui était patron de la première yole qui a gagné le tout à l'époque, me disait qu'ils ont utilisé la godille en Martinique parce que sous les yoles, il y avait un gouvernail, comme les yoles européennes. Ils ont enlevé le gouvernail en Martinique pour des raisons de commodité de navigation vers Saint-Lucie-le-Marin à cause de la présence des cailles. Parce que sinon, si tu avais des cailles là... c'est ça, c'est difficile. Alors, ils ont mis des moteurs, ils ont fait quoi? Ils ont mis des moteurs et ils ont utilisé, ils ont enlevé comment ça s'appelle encore, le gouvernail, et ils ont remplacé avec la godille, puisqu'on peut l'enlever, alors que le gouvernail, le temps d'enlever, ça se casse. Ah oui. D'accord? C'est ça. D'accord. Donc, il y a ça. Et puis, le bois dressé là, avant, il y a ça bois viré, parce qu'il n'y avait qu'une seule encoche. Cette tradition-là, elle est nouvelle. Hein. Moi, je n'ai trouvé aucune sauce ni africaine, ni... seulement... Elle est peut-être bien martiniquaise. Celle-là, je pense que oui. Ajoute quelque bien qu'aujourd'hui, certains ont décidé de faire les bois dressés carrés. Bon, ça, c'est leur problème. Le bois dressé, c'est quoi alors? Le bois dressé. Porte-voile? Non, c'est le bois qui nous permet de faire le rappel pour équilibrer. Sur quoi il s'appuie pour maintenir l'équilibre. Donc, c'est fait soit avec le bois de côte ou le bois madame. D'accord? Par contre, cette tradition-là du bois, on le retrouve pas très loin de chez nous, aux Bermudes. Mais ça, c'est pas venu avec le système de course, parce que ça, voilà une... Oui, mais c'est moderne, hein, ça. Voilà, c'est moderne. Voilà une orientation c'est moderne. Qui est plus, mais puis qui est vraiment une adaptation d'une forme d'embarcation aux besoins d'une région, et qui mobilise le génie d'un peuple en particulier. Parce que la yole n'a pas de quille et elle est survoilée. Donc, je disais que aux Bermudes, sous le sloop, d'ailleurs le sloop c'est à la forme d'aïeul aussi, les hommes montent sur un seul madrier, un seul beau madrier, et les 10 hommes montent sur un seul madrier. C'est ça. Et en Chine, dans la baie d'Along, en Vietnam, ils utilisent ce système-là, mais c'est des pierres avec des poulies. C'est des rochers qui montent comme ça, ils descendent comme ça. Mais c'est assez voilà, donc je ne sais pas s'il nous reste beaucoup de temps, mais voilà, il faut qu'on entende notre invité. Et parce que je n'ai pas vu, voilà, vous savez, on est tenu par l'heure, donc on doit faire attention. Mais vous parliez de la yole, donc qui était un canot, transatlantique, donc un héritage de la civilisation, des civilisations européennes. Alors moi là, et puis coloniale, donc c'est par le biais de la colonisation et de l'expansion des Européens dans le monde que cette yole atterrit ici et qu'elle va connaître quelques modifications parce que sur place il y a déjà il y a un peuple aussi qui vit là, qui a adopté certains traits des embarcations occidentales. Donc qui aménage déjà son petit gommier, qui le change. Qui change le gommier, qui change la pirogue monoxyde en gommier. Voilà. Ouais. Et puis vous avez donc après l'usage que vont faire les Africains, donc transport de
personnes, transport de marchandises. De sable, et de puis madréport. aujourd'hui, un objet de course. De course. Hein, voilà, donc c'est intéressant de retracer, de resituer les origines, mais moi ce qui m'intéresserait, c'est de comprendre, je pense que les Européens tiennent beaucoup de leur savoir de la civilisation arabo-musulmane. Oui, beaucoup. De l'Égypte antique, on n'a pas assez cherché, mais dans vos sources, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des pages qui m'ont échappé, mais vous n'avez pas parlé de, parce que vous avez bien cité vos sources qui sont Alain Ancelin et puis les sources archivistiques, mais ce monsieur qui s'appelle... qui a écrit « Ils y étaient avant Christophe Colomb ». Ivan van Sertima, je le cite. Vous le citez? Je le cite, oui, je le cite. Mais c'est vrai que lui, parce que là où vous parlez justement tout début des Africains qui vont, ben j'ai pas trouvé de référence à lui. Ah non, et j'en ai parlé lorsque je parle de Bakary II. Du Mali, à l'époque de Tombouctou, j'ai parlé. Oui. Mais c'est vrai que Ivan van Sertima, il est dans l'idéologie pure, la revendication black américaine, c'est ça. Non, mais c'est sûr qu'il a des trucs, hein, parce que il est dans la revendication, mais si vous avez bien lu son introduction, il a pris autant de précautions que vous, sinon non, plus. Il y a beaucoup de choses. Il a énormément balisé son champ et il a surtout expliqué qu'il n'y croyait pas du tout et que c'est à mesure justement qu'il est entré dans sa recherche qu'il a vu que c'était tout à fait plausible. Ah oui, non, et c'est qu'il a plausible, situé dans un créneau. Non, et aujourd'hui, avec les Olmecs, on a quand même quelque chose d'assez... je parle des Olmecs et je cite l'exemple... comment il s'appelle encore ce voyageur espagnol qui dit qu'il arrive dans le détroit de Darien, le Panama. Ah oui, qu'il voit des Noirs. Oui. Il y en a beaucoup. Oui. Il voit des Noirs là, de forme, ce sont des guerriers. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Et les sauvages qui disent, mais ces mecs là nous font la guerre souvent. Et lui, Bakary II, qui a traversé l'Atlantique, il est parti avec des guerriers. C'est des guerriers, c'était une cour royale. Voilà, une cour royale. C'est une cour royale. Il y a cet exemple-là aussi. Non, j'en ai parlé au tout début. Moi, j'ai pas encore eu le début. Ce qui m'intéressait, c'était qu'on déconstruise avec nos amis téléspectateurs. Mais il y a encore tellement de choses à vous dire. Je ne sais pas s'il nous reste un peu de temps, mais pour notre invité, il y a un jingle pour l'invité ou pas? Sinon, on va le recevoir directement. Vous ne l'avez pas vu, mais il est sur le plateau avec nous. Voilà. Vous vouliez dire quelque chose à ce sujet? Au sujet parce que vous avez vécu au Mali assez longtemps. Oui. Non, mais c'était une découverte passionnante pour moi. Je n'avais qu'une connaissance assez limitée, je dois le dire, de la Yole. Et ce fut pour moi une incursion riche de connaissances. De ce que M. Conquion de ce que M. Conquion a fait comme travail. Et puis je suis vraiment très impressionné par justement la passion qu'il a investie dans ce travail de recherche. Oui. Et je remercie grandement. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments de notre culture qui mériteraient d'être explorés de cette façon-là. De façon aussi exhaustive et aussi passionnée. Ouais. Au niveau des croyances, c'est vrai qu'au niveau des croyances ouest-africaines, on en a gardé plein. Oui, mais c'est vrai que... Au niveau de la mer, surtout. De la mer, et puis d'autres choses. Moi, je vous dis, dans l'agriculture, les gens seront saisis de découvrir. C'est-à-dire que le postulat qui était qu'il n'y avait pas de culture africaine a fait qu'on est passé très vite. Et les gens vous disent, oui, il y a de l'Afrique, mais quelle Afrique? On ne sait pas. Et puis, ça n'intéresse personne d'entrer dans une recherche pour dire, on va réanthropologiser, parce qu'on l'a désanthropologisé, l'Africain, parce qu'il était devenu un être sociologique simplement, quelqu'un du Nouveau Monde qui connaît des problèmes de race, des problèmes d'adaptation, et on a toujours étudié le noir comme un problème, alors que l'Africain est d'abord un être de culture et de civilisation, et qu'il a emmené sa culture dans le monde. Alors, vous avez vécu au Sénégal, vous connaissez cette histoire du roi Moussa? J'ai vécu au Mali, oui.
j'ai entendu parler de cette histoire. De cette histoire, voilà. J'ai entendu parler de cette Mais histoire. Vincent Tima, ils y étaient avant Christophe Colomb. Moi, je vous assure, j'ai pris le temps d'entrer dans sa démarche scientifique et il m'a convaincu. Oui. Maintenant, sur les Olmecs qui représentent un mystère immense pour nous, eh bien, aux États-Unis, et ce qu'il dit, vous l'avez cité, il me semble, pour eux, donc les Amérindiens ont rencontré les Noirs, ils ont vu des gaillards complètement, et ils les ont divinisés, portraitisés, et ils les ont divinisés. C'était des divinités pour eux. Alors j'ai retrouvé dans la thèse, dans un écrit de Madame Elisabeth, qui est historienne sur le campus, qui remet en question complètement cette version-là. Et j'étais un peu désolée parce que cette version-là mérite qu'on s'y attarde. Parce que les Olmecs, c'est pas une invention. Les Olmecs sont là et posent des problèmes encore aujourd'hui, comme les pyramides du Mexique posent encore des problèmes aujourd'hui. Et on a des traces de civilisation noire partout en Amérique du Sud et qu'on refuse de regarder pour ce qu'elle Non, mais qu'ils aillent dans les archives du Portugal voir la présence de Noirs sur le navire de Christophe Colomb. Absolument. Mais eux-mêmes, quand ils arrivent ici, certains d'entre eux disent qu'ils ont vu des Noirs qui étaient déjà là. Donc, ça n'était pas un hasard. Il y avait même une colonie dans un pays du Colombie. La Colombie. Les Palenqués. Ils ont fait une république en Colombie qui existe toujours d'ailleurs. Les Palenqués, je ne parle pas du Brésil. Hein. Non, je parle de la Colombie. De la Colombie. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, il y a une grosse communauté noire là, mais bon, c'est un apport après. Alors, donc, voilà, malheureusement, je pense qu'il faut qu'on s'occupe un petit peu de notre invité, qui a écrit un petit ouvrage. Je peux le voir. Un petit recueil de textes politiques. Alors, j'ai perdu mes jingles, chers téléspectateurs. Normalement, j'en avais beaucoup. Et puis, à mesure que j'ai développé l'émission seule, eh bien, j'ai laissé les jingles de côté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'invité. Quand il y en a. Et puis, il n'y a pas de jingle qui sépare les deux parties de l'émission. Donc, aujourd'hui, voilà, il y a aussi monsieur Claude Ledron qui vient nous présenter un petit recueil de poèmes qu'il a réalisé, qui vient de sortir. Qui a été édité par les éditions Ambabois. C'est une édition d'une association culturelle. Une association culturelle. Et puis, vous avez fait une exposition à Trinité? Oui, nous avons fait récemment une exposition à Trinité. Nous en avons déjà organisé plusieurs, à Saint-Pierre, à Fort-de-France. Et l'association est en train, en fait, de partir à l'exploration du pays profond, Martinique. Donc, nous organisons des expositions un peu partout, dans les villes qui nous proposent de nous accueillir. Cette association-là, elle regroupe qui? Pour l'instant, nous sommes le noyau dur, nous sommes une dizaine de membres avec différents profils. Des artistes? Des artistes essentiellement. Avec différents profils, des sculpteurs, des peintres, des musiciens. Mais nous avons vocation à terme à nous élargir à d'autres formes d'expression artistique et puis éventuellement à évoluer vers la création d'une coopérative culturelle. Alors, si les téléspectateurs veulent se joindre à vous, ils peuvent. Alors, dites-nous. Ils peuvent, mais pour l'instant, nous sommes, je dirais, vraiment dans la phase de construction. Mais ils peuvent déjà nous contacter. Nous avons un site internet, qui s'appelle Ambabois-art.fr. Alors, Ambabois, ça s'écrit A-N-B-A-B-W-A, art, plus loin art. Plus loin art, au pluriel. Au pluriel, .fr. Voilà. Donc, vous vous renseignez. Alors, ce petit opuscule, il nous dit quoi? Il nous parle. Moi, j'ai pas eu le temps de le lire, je vous le dis franchement, parce que c'est très, très dernièrement, à la dernière minute, que voilà, Monsieur Ledron a été invité. Et alors, dites-nous 2 mots. Alors, en gros, le cœur de ce recueil de poèmes, c'est la question de l'identité culturelle, avec, comme je le dis souvent, toute la constellation d'interrogations qui se développe autour de ce thème, à savoir les questions de mémoire collective, les questions de gouvernance politique,
et les questions de choix économiques et d'une façon plus large, les questions de choix de société, quoi, qui sont des interrogations qui travaillent la société martiniquaise aujourd'hui. D'accord. Voilà, vous voyez, on a passé beaucoup de temps, Monsieur Coco, et j'entends déjà la musique insolente. Oui. Hein. Je vous rappelle que c'est une musique c'est le blues de Ali Farka Touré, que j'aime beaucoup. Si vous avez l'occasion d'écouter son CD, voilà, c'est sa musique que j'ai utilisée dans le générique de mon émission. J'ai été très heureuse de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci. Et vous aussi, si vous voulez dire deux petits mots aux téléspectateurs. Je voudrais juste dire que l'ouvrage sera disponible, il est disponible actuellement à la librairie Alexandre, en Fort-de-France. Donc, Ombre portée de Claude Ledron. Voilà. Et puis de Monsieur Quinton, n'oubliez pas aussi. Les éditions Amphi, ils ont fait un grand effort. Les éditions Amphi, le livre est très beau, il y a beaucoup d'images, les pages sont glacées et la couverture est très dure. Vous pouvez le mettre entre les mains de vos bébés, de vos moins bébés, de vos ados et de vous-même et des vôtres vous-même. Je vous remercie de nous avoir suivis et puis je vous dis au mois prochain puisque je n'ai mon émission qu'une fois par mois. À bientôt.